c'est comme dans tous les métiers. Un avocat fiscaliste, par exemple, s'il n'a pas les bases de la fiscalité, il a beau utiliser ChatGPT, il va mal l'utiliser. À la fin, ce qui va être rendu, c'est le rendu, il va pas être quali, quoi. Le grand public s'y était mis. C'est pour ça que ça a énormément marché. C'est que même plus que les cryptos, le grand public, il savait plus acheter un NFT à la fin qu'un bout de Bitcoin ou un Ether. Je pense qu'il y a une forme de déception et avant qu'ils y retournent là-dessus, le grand public, c'est pas pour tout de suite. Dans cet épisode de La Savane, on a la chance de discuter avec Vivian Meriguet, fondateur de Well Solutions, avec qui on parle agence marketing et les futurs des agences marketing notamment, parce qu'avec tout ce qui se passe dans l'IA, dans le Web3, il y a beaucoup de discussions autour du futur, du métier de marketeur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exécution, au niveau des process, au niveau de la stratégie? Est-ce qu'un jour on n'aura plus besoin de nous du tout dans le futur? Est-ce que les agences vont disparaître? C'est des questions qu'on se pose avec Vivian. On parle aussi de comment c'est de gérer une équipe internationale, parce que Vivian a passé plusieurs années à Hong Kong et a d'ailleurs monté plusieurs projets là-bas entrepreneuriaux qui sont hyper intéressants, et on a voulu discuter de tout ça avec lui, comment c'est d'avoir une équipe internationale, les challenges, les fuseaux horaires, comment il fait pour avoir des clients ici en Suisse tout en ayant une équipe qui soit pas forcément disponible tout le temps en termes de fuseaux horaires et qui peut pas toujours venir avec les compétences linguistiques, etc. Donc une conversation passionnante qu'on a eue avec Vivian, qu'on espère que vous allez apprécier tout autant que nous. Bienvenue dans La Savane. Salut Vivian, merci beaucoup d'être là, ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui, surtout qu'on est tous un peu dans le même domaine. Et on va commencer un peu par ça en te posant la question, du coup, les agences marketing classiques aujourd'hui, elles sont un peu en danger de toutes parts avec le Web3 d'un côté, l'intelligence artificielle de l'autre. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution des agences marketing dans les années à venir? Déjà, merci pour l'accueil. Très, très heureux d'échanger avec vous sur ce super channel. Ouais, alors moi, c'est vrai que ça fait 15 ans que je fais du marketing digital maintenant, donc les choses sont allées vite. Les choses bougent vite. Est-ce que les agents sont menacés? Il faut réussir à s'adapter. Je pense que les principes généraux de nos métiers, ils vont rester. Certes, l'IA, ça fait bouger les choses et ça accélère, ça amplifie beaucoup. Mais ça fait gagner du temps, ça à nous de nous adapter aussi. Je prends le cas par exemple du contenu, du copywriting, du contenu texte. Je trouve que c'est ce qui a le plus impacté, ce que l'IA a le plus impacté dans le métier. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, tu pouvais vendre un article 500 francs parce qu'il y avait quelqu'un derrière qui passait vraiment énormément de temps. Maintenant, c'est plus compliqué. Pour le même prix, tu vas délivrer beaucoup plus de mots grâce à l'IA. Mais par contre, sur la stratégie, nos métiers restent quand même c'est le métier d'expert. Il y a besoin vraiment beaucoup d'expertise, d'expérience. Donc, je pense qu'il y a des secteurs dans le service qui sont quand même plus menacés que nous directement qu'en marketing, sauf peut-être les petites tâches. Encore une fois, voilà, petites tâches, on va dire le copywriting ou les tâches qui ont été remplacées par l'IA, mais moi, j'ai un peu l'impression que, pour avoir été un petit peu au tout début du digital marketing, 2009-2010, qu'on est devenu des métiers, pour le coup, assez posés, dans le sens un petit peu comme des lawyers, des experts comptables. Tout le monde a besoin d'une agence marketing. Enfin, je veux dire, moi, à mon époque, il fallait se battre, il fallait éduquer pour dire oui, non, mais le référencement, il faut y être, le social media, il faut y être. Maintenant, c'est une évidence. Je veux dire, tu montes une boîte, il te faut le marketing, ça fait partie de ton budget. Il y a 15-20 ans, ce n'était pas forcément le cas. Enfin, il y avait du marketing, mais il n'était pas forcément digitalisé. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait encore beaucoup de gens qui mettaient dans du print, du TV, ce genre de choses. Nous, maintenant, alors certes, il y a beaucoup plus d'acteurs qu'avant, donc c'est un peu plus la guerre, c'est un peu plus concurrentiel, mais je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura toujours autant besoin de nos expertises, voire plus. Et je pense que, moi, si j'avais 22 ans et que je ne savais pas quoi faire, que j'étais dans ma période où il faut un petit peu choisir ses études, le digital marketing, c'est encore un créneau où il y aura beaucoup de taf dans les années qui arrivent, malgré l'IA. Enfin, en gros, l'IA, ça va être un outil, c'est un outil, mais je ne sens pas forcément une menace particulière. Enfin, je sais pas, vous le sentez Ouais, comment? non, c'est une bonne question. Je partage ton point de vue, mais nous, alors ça dépend à qui tu t'adresses aussi, je pense. Quand tu parles avec les gros groupes, etc., bah oui, forcément, si tes clients, c'est les gros groupes et les grosses boîtes, ils vont toujours avoir besoin d'une agence, ils vont toujours avoir besoin de cette réflexion extérieure, voire même l'exécution extérieure, etc. Si tu parles avec des PME, j'ai l'impression il va y avoir, c'est pas encore le cas, mais le scénario où tu engages une personne à l'interne. Aujourd'hui, tu as des boîtes qui ont une personne à l'interne, elle ne peut pas tout faire. Mais avec l'automatisation, avec l'IA, avec d'autres outils qui arrivent, en fait, cette personne va pouvoir exécuter beaucoup plus. Et en fait, être beaucoup plus... Ouais. Généraliste. Tu peux te permettre d'être plus généraliste parce que tu as l'outil qui vient compenser d'une certaine... Ce ne sera pas parfait, hein, mais qui peut compenser ce manque de compétences, par exemple.
et que du coup, en fait, tu es quand même assez efficace. Et l'agence, il y en aura toujours, mais du coup, il y a quand même une bonne partie du boulot qui va partir parce que elle a plus vraiment besoin de toi. Est-ce que tu vois ça ou pas forcément? De nouveau, c'est pas, je le vois pas encore vraiment comme acté, mais c'est un peu la vision que j'ai en me disant, bah en fait, à un moment donné, il va y avoir beaucoup de boulot qui va partir. Ce cas de figure, il est intéressant. C'est vrai qu'il est possible, probable sur ceux qui onboard déjà une équipe marketing. Mhm. Mais il y a le cas de toutes les boîtes, les PME, vos clients, sûrement le cas, les miens, qui ont personne en marketing ou quelqu'un qui fait ça à côté. Et eux, ils auront toujours besoin de déléguer, déjà juste par gain de temps. Parce que oui, on peut toujours se former sur les outils, on peut toujours prendre du temps, mais un entrepreneur, une PME, il a pas le Pas temps. le temps de tout faire. Et déjà, juste le fait de déléguer du temps et de l'expertise, pareil, sa comptabilité, on peut la faire. Je veux dire, si on s'y met, on va faire nos PNL et Non, on pas va ça. rentrer les notes. Non, voilà. Mais tu vois, tu pourrais le faire. Et tu l'as sûrement peut-être déjà fait au début. Moi, je l'ai fait et je le fais encore des fois. Mais eh ben, non, je vais prendre une fiduciaire pour le faire à ma place. Même si, in fine, si je me forme, je vais y arriver. Et voilà. Alors, je dis pas voilà, il y a de l'expertise derrière et du métier. Donc, ouais, non, mais alors, tant mieux si les profils, parce que c'est vrai que c'est souvent un écueil sur ces boîtes un peu de la PME avec un responsable marketing qui va arriver et qui aura un prisme particulier, donc il va être très bon par exemple en social media. Et puis en référencement, il n'arrive pas à se former, il n'a pas le temps, il est happé pour son social media. Puis il va voir une agence, à la fin, il va voir son patron, il dit ouais, mais en fait, le référencement, je ne vais pas y arriver, il faut prendre une agence. C'est vrai que ce cas de figure, on l'a. Est-ce qu'ils vont réussir, grâce à l'IA, à l'automatisation, à avoir l'énergie pour se former sur les outils et à le faire? Ouais, tu as peut-être raison, peut-être effectivement. Est-ce que ça nous menace? Bah, alors, au-delà de la menace, et je pense que c'est là où on se rejoint plus ou moins, c'est que c'est plus un shift en fait. Ouais. Ça va pas mourir. Mhm. Tu disais aussi que du coup, il y a peut-être certaines compétences qui vont changer. Et je pense que c'est plus là où on se rejoint, c'est que effectivement, le métier change. Tu n'es plus copywriter, tu es stratégiste en copywriting peut-être, un Ouais. truc comme ça. Ou en prompt. Ouais, en En prompt, prompt, exactement. GPT, t'es prompteur. Mais alors, du coup, est-ce que toi, aujourd'hui, chez Wild, vous avez déjà commencé à opérer des chiffres comme ça? Est-ce que tu as des personnes en interne qui sont des copywriters qui finalement, bah, soit est-ce que tu as eu des freins où tu dis, OK, la personne est copywriter, elle a absolument pas envie de faire autre chose et du coup, malheureusement, ça ne joue plus et il faut changer? Ou est-ce que c'est plutôt une ouverture vers une modification de comment le métier fonctionne? Ou est-ce que tu as dû shifter sur certains éléments? Comment est-ce que vous avez un peu pris ça? On essaye, on le fait, on y arrive, mais c'est pas évident de faire changer, même moi, enfin, si on est habitué à un outillage spécifique et se mettre sur des nouveaux outils et forcer, je pense par exemple aux designers, forcer aux designers à dire bah, va chercher des outils d'IA, sors de tes outils, sors de la suite Adobe et puis va voir ce qui se fait. Tu as un budget, en plus, je te donne un budget, essaye les outils. Ils le font pas. Je sais pas si vous avez essayé ou ils le font, mais ils le font à moitié parce qu'en fait, ils sont dans leur zone de confort et ils ont peut-être même pas envie, tu vois. Ils savent pas où aller chercher. Ou Non ils ne savent plus, pas aussi, aller hein. chercher, voilà. Mais je trouve que l'IA, c'est une expertise en tant que telle à prendre en main aussi. Enfin, tu vois, on prend l'exemple de bien faire tes prompts. On dit, voilà, maintenant l'IA, par exemple, on va prendre le cas d'un e-book. Avec ChatGPT, tu sors un e-book en 10 minutes sur telle expertise. Bah, essaye. En fait, non, ça va pas du tout te prendre 10 minutes. Ça va te prendre 10 heures, 15 heures. Alors, certes, ça va être plus quali, certes, tu vas gagner du temps, mais au final, la prise en main de l'expertise, sachant qu'en plus, il te faut tous les principes généraux du marketing derrière, ça, dans tous les cas, il les faut parce que enfin, c'est comme dans tous les métiers. Un avocat fiscaliste, par exemple, s'il n'a pas les bases de la fiscalité, il a beau utiliser ChatGPT, il va mal l'utiliser. À la fin, ce qui va être rendu, c'est le rendu, il va pas être quali, quoi. Donc, au final, c'est de l'amplification. Pour moi, c'est vraiment des outils d'amplification. Ça nous permet à tous d'être meilleurs, d'être plus rapides, mais pour l'instant, ça remplace pas beaucoup de. Je pensais que ça allait être plus une révolution il y a 2 ans, quand on a vu arriver à peu près 1 an et demi. Et c'est effectivement, même tu vois, dans le référencement, nous on fait beaucoup de référencement naturel. Référencement naturel, on s'est dit, ah, bah, on est mort, là, il faut qu'on change nos process hyper rapidement. Bah, au final, le on-site, la partie technique, ChatGPT, alors certes, il t'aide à aller beaucoup plus vite, etc., à te faire une analyse, mais franchement, les audits qu'il te fait, il faut quand même qu'il y ait un coup d'œil humain derrière. La sémantique, oui, là, je suis d'accord que sur la partie sémantique, tout ce qui est translation, tout ce qui est traduction, localisation marketing, quand tu vois ce qui te sort, même sur un dialecte, c'est hyper efficace. Et là, vraiment, là, pour le coup, oui,
tout ce qui est traduction, tout ça, je suis d'accord qu'il y a eu un gros gain de temps, un gros changement de métier. Pareil, la partie PR, link building, tu vois, le fait de créer de l'autorité sur un site, là, le ChatGPT, ça sert à rien. Il faut quand même aller discuter avec des mecs, négocier les prix, obtenir le backlink, bien choisir le backlink, savoir. Donc là, l'IA n'a aucune valeur. Donc, au final, un des métiers, je trouve, enfin, un des leviers qui étaient les plus menacés, qui était le référencement, 2 ans après, pour l'instant, j'ai pas vu de. J'ai vu une mini-révolution, c'est une mini-révolution, mais ça n'a pas changé complètement nos métiers. Il y a toujours besoin d'analyse, toujours besoin de stratégie. Il y a toujours besoin de délivrer, parce que c'est toujours facile. On dit, ouais, l'IA, on délivre vite, mais à la fin, faut délivrer, quoi. Ça reste ça, nos métiers à nous. Il y a une deadline, il faut délivrer, il y a des KPI, il faut augmenter dans les rankings. Et le client, il s'en fiche que tu utilises de l'IA, du machin. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'à la fin, tu es délivré et que son site il est monté, qu'il ait plus de trafic et qu'il fasse plus de ventes. Donc, je sais pas, vous, comment vous êtes. Je suis curieux de savoir si vous avez essayé d'aller vite là-dessus. Non, c'est un peu. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur la finalité de l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus simples, notamment sur le copywriting finalement. Écrire des ads pour du Facebook Ads, c'est accéléré. Ça, c'était pénible. Hein, ça, c'était pénible en plus, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est assez facile à faire. Ça prend du temps. Donc, la rédaction des annonces. Le design aussi, malgré tout. Donc, je pense que tu accélères, tu peux apporter plus de valeur en moins de temps. Et donc rendre tes équipes plus efficaces et peut-être du coup avoir plus de clients. Ça, je pense que ça permet d'améliorer les process. Et baisser tes prix, théoriquement. On aurait dû baisser nos prix. Exact. Théoriquement, ça va arriver, c'est certain. Ouais. Je pense la chose qui est très difficile à remplacer, en tout cas nous, ce qu'on a remarqué avec l'agence, je sais pas quel est ton avis, c'est que au final, je sais pas si c'est très suisse ou si à l'international c'est pareil, mais la relation avec le client est super importante. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question d'exécution ou de résultat. C'est aussi comment tu communiques avec lui et comment tu poses cette phase un peu stratégique, conseil, un peu ces meetings mensuels, trimestriels, annuels que tu as avec eux, où tu réfléchis ensemble pour atteindre quelque chose. Ça a presque autant de valeur que le résultat ou l'exécution. Et donc ça, ce ne sera pas remplacé par l'IA, je pense. Et c'est, à mon avis, un peu vers ça qu'on va de plus en plus tendre, c'est qu'en fait, on devient un peu plus des conseillers et des accompagnateurs, mais avec un besoin d'exécution derrière qui reste quand même important. Je ne sais pas si tu partages ta vie-là. 100%, je suis d'accord, même si après, je pourrais faire l'avocat du diable et dire demain, enfin déjà maintenant, on peut converser avec ChatGPT et on peut le challenger sur notre business model. On peut lui expliquer notre situation, où sont un petit peu nos points compliqués et comment est-ce qu'on peut un peu les améliorer. Donc, est-ce que finalement, cet aspect un peu coaching humain, il ne peut pas être remplacé par l'IA demain? Mais je suis d'accord avec toi qu'il y aura toujours besoin, dans tous les cas, même la crédibilité, la légitimité, parler à quelqu'un, échanger, rendre des comptes aussi. Enfin, tu vois, on est là pour rendre des comptes. Les gens, ils nous souscrivent un service et nous, on doit le délivrer. Est-ce qu'une machine va réussir à faire ça? Et puis, ouais. Je sais pas, vous en pensez quoi des sites, par exemple, qui se font tout seuls avec l'IA? Pour l'instant, je trouve que c'est pas abouti du tout. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ça va arriver. Mais j'ai testé. Moi, j'aime bien tous ces outils. J'essaie des trucs, je teste des trucs. Là, on en parlait l'autre jour. J'ai mis un truc qui trie mes emails et puis qui draft déjà une réponse, etc. Tu vois. Ouais. Ça me remplace. Enfin, ça me remplace si un petit peu d'un côté, mais je dois encore faire quelque chose. Je dois encore vérifier. Il y a toute une réflexion derrière, mais tu gagnes vachement de temps, ça c'est sûr, donc c'est plus un outillage d'une certaine manière, puis du coup, c'est ce qu'on dit toujours, tu es plus productif, etc. Après, est-ce que c'est le but d'être toujours plus productif? Je sais pas, mais honnêtement, aujourd'hui, j'hésite entre l'agence va devenir soit très stratégique et moins dans l'exécution, et c'est l'IA qui va faire l'exécution, soit l'inverse. Soit l'IA va réussir à avoir une vision très stratégique, justement, très forte là-dedans, et en gros, l'agence va vraiment devenir une exécution pure sur certaines tâches, etc. Et dans ce cas-là, tu vas te battre sur du prix et tu n'as pas envie de te battre sur du prix, etc. etc. Donc honnêtement, c'est pour ça qu'on disait en danger. Je ne sais pas si c'est en danger parce que pour finir, ça va juste évoluer. Et donc, il faut évoluer avec, il faut essayer de comprendre à quoi ça va ressembler, puis avancer comme ça. Je ne pense pas que ça va disparaître demain. Mais si tu fais une vision à... C'est dur, hein, moi, j'arrive pas, honnêtement. Mais si tu fais une vision à 10 ans pour dire, OK, l'agence marketing, dans 10 ans, elle n'est pas du tout comme aujourd'hui. Ça va se faire petit à petit, mais à quoi elle ressemble? Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Est-ce que c'est une team de 2 project managers et puis 20 outils IA différents, très spécifiques dans le référencement, très spécifiques dans les campagnes paid, etc. Est-ce que c'est beaucoup plus d'humain parce que c'est très conseil, tu vois, comme une boîte McKinsey, etc. Puis tu rentres vraiment dans le conseil?
et puis tu fais une présentation tous les 3 semaines pour expliquer la vision stratégique marketing. Honnêtement, j'en sais rien. Et je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Dur à dire, je suis d'accord que... Moi, je pense, s'il fallait choisir entre tes deux cas de figure, je pense que les agences qui délivrent que de la strat sont plus menacées, entre guillemets, par l'IA, parce que finalement, étudier un marché, étudier les comportements, ça, il va très bien y arriver, parce que c'est de la continuité de data. Demain, sortir un joli Google Drive PPT, on y est presque, il peut quasiment te faire quelque chose de complet. Plutôt que de, encore une fois, délivrer. C'est toujours pareil, hein, le temps qu'il faut pour maîtriser quand même un peu l'outil. À la fin, en fait, on arrive à des... Parce qu'on parle d'IA, mais il y a toute la partie... Enfin, dans l'IA, il y a l'IA générative, mais tu vois maintenant ce qu'il y a dans les... Je prends par exemple l'exemple de Google Ads ou de Meta Ads, toute la partie automation qu'il y a dedans, où il y a une forme d'IA dedans. Mais là, sans un media buyer qui drive... qui va driver vraiment l'outil, il ne se passe rien. Et là, il y a quand même besoin d'expertise. Et je ne vois pas comment demain, tu vas dire à Google, voilà mon site, référence-le-moi. Tu vois. Qui il va déjà, il va pas le faire parce que Google, il va pas, il a sa propre règle algorithmique, mais un outil où tu vas il va screener ton site, tu vas payer, puis il va essayer de te le référencer tout seul. Je vois pas comment non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on va arriver à ça à un moment donné où tu auras. C'est un peu le truc, c'est est-ce qu'il y aura l'exécution? C'est-à-dire, tu vas sur ChatGPT pour dire. Ouais. Puis tu dis, bah voilà, book-moi mes vacances, tu vois, même sans parler de l'agence. C'est-à-dire, book-moi mes vacances. Ah, bah, j'ai trouvé ce vol. Ok, achète-le. Et il a déjà tes infos et concrètement, il peut exécuter. Ouais, peut-être qu'on y sera, peut-être. Si on n'y est pas tout de suite, mais... il va t'envoyer tes keywords et tu vas dire oui, c'est bien, c'est pas bien, et tu vas juste payer et là, on ne servira plus à rien, peut-être. Non, mais alors, je pense que, au-delà de est-ce que ça va devenir ça ou pas, la question c'est est-ce que Google le veut? Moi, je pense que oui. Dans le sens où eux, ils seraient ravis. S'ils pouvaient nous switcher. Ouais, voilà. Alors, oui et non, parce qu'eux, ils sont très contents d'avoir des agences, sachant que les agences, c'est leur premier client. Oui. Donc, ça, eux, pour le coup, ils n'ont pas forcément envie de supprimer les agences parce qu'ils sont très contents que les agences vendent leurs produits finalement. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec la PMax, c'est-à-dire de donner un espèce d'outil où tu feeds la PMax de toutes les données que tu as. Et lui, il te fait en fait les campagnes les plus optimales possibles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réalisé que ça marche pas. Bah oui, si tu drives pas un minimum. C'est que ça marchait au début parce qu'il y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Puis plus ça a grossi, plus en fait ils se sont retrouvés dans la problématique de beaucoup de personnes qui font la même chose, des concurrents en fait qui ont cette même stratégie là. Puis comment tu priorises l'un face à l'autre, etc. Ça c'est très compliqué. Ouais. Et puis je vois moi les PME TPE qui utilisent l'outil sur Search, pas la PMax, mais tu sais le Search facile, là, le Google Ads. À chaque fois que je vais voir, je fais des mini-audits, c'est catastrophique. Ils achètent des mots-clés. Déjà, tout simplement parce que le founder, enfin celui qui a mis ses petits 500 francs ou 1000 francs par mois, il n'a pas forcément bien compris la logique des mots-clés sur lesquels il faut aller. Enfin, déjà, la strat, ça va pas au départ. Et même s'il a bien compris, à la fin, il va pas prendre le temps d'aller monitorer. Il achète des mots-clés qui n'ont rien à voir avec son business et il dit, ah bah ça marche pas. Ouais. Oui, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il faut quand même quelqu'un qui a touché à ça pendant quelques années, qui a l'expertise derrière, qui a compris les logiques. On fait, enfin, je trouve qu'on fait quand même des métiers... qui nécessite vraiment de l'expertise. Je trouve, comme tous les métiers, tu vas me dire, mais il y a besoin d'être bon dans ce qu'on fait pour avoir des résultats. Je pense que c'est important de se le rappeler parce qu'on a tendance dans le marketing à penser que tout est facile, qu'on fait un post en 30 minutes et que c'est pas si simple. Ouais, mais souvent quand ils essayent eux-mêmes entre guillemets, les clients, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est là qu'ils expérimentent eux-mêmes en disant j'ai pas besoin d'agent, je vais le faire moi-même. Ça m'a pris une demi-journée de faire un post LinkedIn, comment ça se fait? C'est le meilleur moyen de les convertir quand une fois qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont là non mais jamais je referai ça en fait. Trouve-moi quelqu'un pour le faire parce qu'il le fera mieux que moi et il le fera plus rapidement. C'est ça. Donc, pour revenir à la réflexion de départ, alors évidemment, on regarde de très près, on essaie de s'adapter le plus vite possible, mais je fonce pas. Je suis pas comme certaines agences où tu vois qui vendent déjà des formations de consulting d'IA ou qui sont. Alors, on vend les outils IA, etc. Mais c'est toujours pareil, tu vois. Il y a la phase d'apprentissage. Attendons de voir vraiment quels vont être les outils qui vont entre guillemets, mieux performer que les autres. Tu vois, peut-être que tu dis, on parle de ChatGPT, ça se trouve dans 12 mois, on n'en parle plus. Enfin, j'exagère un peu, je pense que si, mais peut-être dans 5 ans, on n'en parle plus. Et ça peut changer vachement vite. Dans 3 ans, enfin, tu vois. Alors après, ça sera les mêmes logiques. Et évidemment, il faut se former tôt sur ce genre de choses. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais
Voilà, pour l'instant, ça roule comme ça. Et puis c'est vrai que le marché européen ou même suisse, le temps que aussi ça arrive, qu'il y ait l'usage, on a toujours un petit peu plus le temps de se former là-dessus, quoi. Il y a des outils en particulier que vous avez testé, essayé, adopté, ou c'est plus une grosse phase de test pour l'instant où vous essayez plein de trucs? On est tous équipés sur chat, of course. Midjourney en a beaucoup fait. Après, mes designers, je ne sais pas ce qu'ils utilisent exactement. Moi, sur la partie design, je regarde pas trop de près. Et puis là, moi, je suis vachement suite Google, donc j'essaye de un peu mettre Gemini en tout cas mon organisation personnelle de travail, pas forcément sur ce qu'on délivre. Pour l'instant, je trouve pas ça miraculeux, mais pourtant j'ai pris le temps, j'ai fait tous les tutos, etc. Tu l'as bien fait, quoi. Ouais, j'ai fait, parce que si tu fais pas dès le départ, après, voilà, mais pour l'instant, j'ai pas vu de miracle. Il ne m'a pas toujours pas remplacé mon travail. Il me fait gagner du temps, bien sûr, mais ouais, c'est du 20%, C'est un petit quoi. plus. Ouais, C'est du un petit 20% plus pour l'instant. Ouais. J'ai pas rencontré quelqu'un qui pour l'instant a dit j'ai gagné 80% de mon temps grâce à l'IA, et puis à la place je fais autre chose, ou j'ai monté un business. Enfin, je sais pas si comment vous voyez les choses, mais Moi, c'est plein de petits plus, j'ai l'impression. Ouais, Plein de bien petits. Il résumé. n'y a pas un truc qui. Mais à chaque fois, ça m'excite un peu. Je suis là, trop cool, j'ai trouvé ça, c'est génial, c'est un petit truc en plus. Tu t'y habitues vite, en fait. Donc, tu es là, Ouais. en fait, ça va. Mais en fait, c'est assez. Non, mais en vrai, c'est formidable. Mais il y a bien plein de sûr. petits trucs, en fait, Ouais. qui. Ouais, ça améliore ton quotidien d'une certaine manière, tes process de travail, etc. Avec chaque fois un petit truc, un petit truc, un petit truc, un petit truc. Et puis au bout d'un moment, ça fait beaucoup, hein, mais c'est plus ça. Moi, je le vois plus comme ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on réfléchit même plus à écrire et Non, à traduire. Ouais, Et c'est juste ça. ça, en vrai, Traduire, c'est écrire. Ça, c'est un peu dangereux d'ailleurs. C'est dangereux, oui, mais ça fait. Enfin, oui, c'est dangereux, mais on passait beaucoup de temps là-dessus. Je me souviens, moi, des fois, comme tu as pris l'exemple des ad-copies, c'est vrai que. C'est puis lourd. il fallait être bien concentré. Enfin, tu vois, c'est une période. Intellectuellement, c'est lourd, quoi. Alors que là, hop. J'ai juste tu peur, corriges. alors petite parenthèse, j'ai juste peur qu'on devienne un peu bête en fait. Parce qu'il y avait une expérience en Suède qui avait été faite sur arrêter d'apprendre aux enfants à faire des maths de tête parce qu'il y avait les calculatrices. Ça a été une catastrophe humaine finalement parce qu'il y a des connexions dans le cerveau que tu as besoin de créer. C'est un peu comme utiliser tout le temps Google Maps plutôt que de se rappeler du chemin que tu dois faire pour aller quelque part. C'est bête, Ouais, c'est mais vrai. de réussir à se rappeler des chemins que tu dois faire et d'avoir une sorte de vision de la ville, etc., ça développe des zones de ton cerveau que tu ne développes pas forcément. Sûrement. Écrire, c'est pareil, pareil. Clairement. Et donc, si on arrête complètement d'écrire, moi, je me force encore à écrire mes emails, etc., Oh la honte. parce que j'ai peur de perdre ça. Boomer. Ouais, ouais. Oh la honte. Oh, il écrit encore ses emails. Oh Ouais. là là, Max. Je les écris et après, je demande à Chat de les reformuler. Mais voilà, je trouvais... on a beaucoup parlé d'IA, mais j'aimerais juste qu'on switch un peu aussi sur la Web3, parce que c'est l'autre côté. Donc, vous avez créé un studio Web3. Ouais. L'autre côté qui est... Grosse aventure. ouais, et puis il y en a certains qui sont passionnés par la Web3. J'ai l'impression que c'est vraiment un facteur qui divise, quoi. Soit tu es à fond Web3, soit tu t'en fous. Mais il y a quand même beaucoup de questions sur le futur de la Web2, etc. Est-ce que tu peux parler un peu de quelques projets intéressants en Web3 sur lesquels tu as bossé, au-delà de la technicité et de ça, mais peut-être des projets un peu cool qui peuvent exprimer un peu quel est l'intérêt pour une agence comme toi ou le studio que vous avez fait de bosser aussi dans la Web3? Ouais, pour reprendre un peu l'historique, avec mon associé, ça fait un petit moment qu'on est sur les sujets crypto déjà, on va dire 2014-2015. Donc au départ, ça vient de là, le Bitcoin en tant que, on va dire, investisseur. Et puis il y a eu la grosse trend des ICO, donc c'était 2017, où là on avait fait une agence d'ICO marketing. Donc ça c'était l'époque, ça n'a pas duré longtemps, c'était un an et demi, où tout le monde lançait des coins à droite à gauche, il y en avait des très scammy, des moins scammy, et puis c'était le gros bump du marché. Et là, on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément besoin de marketing sur ces projets-là. Parce que c'est les projets où il faut aller très vite. Tu vois, tu as ton coin ou ton NFT, tu vas le sortir. C'est un peu comme un Kickstarter, tu vois. Tu te donnes une date. C'est pas du long terme avec de la notoriété, etc. Il faut aller très vite. Il faut créer beaucoup de contenu. Il faut du white paper. Il faut beaucoup poster. Calendrier Twitter, Instagram, etc. Il faut animer les communautés énormément, très vite. Sur Discord, il faut aller chercher des influenceurs sur YouTube, etc. Donc, on a senti qu'en se spécialisant là-dedans, sachant qu'on maîtrisait un petit peu tout l'écosystème, la technologie, un petit peu sans être des ultra experts de la blockchain, mais voilà, on avait pris de l'avance là-dessus. Un positionnement un peu métier comme ça, avec les réflexes qu'on connaît, les réflexes de marketing généraux appliqués à cet univers-là, il y avait un marché à prendre.
Et ça a été le cas. Et donc, il y a eu 2 phases. Il y a eu donc 2017. Ensuite, c'est tombé, plus personne n'en a parlé. Et puis, il y a eu le Covid. Il y a eu Zuckerberg qui transforme Facebook, Instagram en méta et qui nous dit que demain, on va tous être dans la métaverse. Parce que ça paraît loin déjà, la métaverse, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Et c'était au tout départ. Alors, évidemment, c'est toujours pareil. Hein, tu le dis, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas du tout. C'est très clivant aussi, surtout la métaverse. C'était vraiment, je reviendrai après sur le sujet DeFi, Web3, NFT, mais vraiment sur la partie métaverse, tu avais ce côté très clivant où on pensait qu'on allait être dans un monde où tout le monde aurait un masque. Alors c'est marrant parce que c'était à l'époque du Covid, on avait le masque, mais aussi sur les yeux. le masque sur les yeux, et voilà. Et donc, moi, j'avoue que j'y ai cru dans le sens où je pensais que ça allait quand même prendre plus de parts de marché vite, mais ça, quand même, faut reconnaître que ça a été un fail. Alors, il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues, hein, notamment le fait de. Le fait de pouvoir avoir des mondes qui sont connectés entre eux et tes assets, tes avatars qui puissent se promener d'un monde à un autre. Tu vois, tu passes de Sandbox à Decentraland, etc. Tout ça. Donc, tout ça, techniquement, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été, ça a pas été abouti. Et puis, le public n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de... Voilà, il s'est passé quand même des choses. Il y a eu des concerts sur Sandbox, etc., où il y avait un petit peu de monde. Mais c'est resté vraiment un outil purement marketing que seules les grosses marques en plus se pouvaient permettre, parce que c'était quand même beaucoup d'investissements en création 3D, etc. Et puis la vente des devices en tant que telles, enfin vraiment des masques, c'est un flop aussi. Enfin, je veux dire, qui a une MetaQuest? Vous en avez une alors que vous êtes une agence digitale, tu vois? On n'en a pas. On n'a pas d'Apple Vision. Ça coûte 3500 US$. Apple s'est bizarrement planté. Tu vois, c'était il y a 1 an le lancement, je crois, de l'Apple Vision Pro, il y a 8 mois. Qui en a acheté? Est-ce que là, à Noël, les gens vont en acheter? J'ai pas l'impression, j'ai pas vu passer beaucoup de pubs là-dessus. Donc, cet usage finalement d'avoir son masque et puis de se promener dans la rue avec, ou même de le mettre chez soi sur son canapé et de regarder son film et de jouer dessus, t'apprends pas. Donc, tout l'écosystème qui va derrière a pas forcément pris. Par contre, ce qui reste, et ce qu'il y a toujours, et où là vraiment il y a, et c'est une forme de métaverse, c'est tout. Ça existait déjà avant, c'est le gaming. Donc quand tu vois les parts de marché qu'ont Fortnite, Roblox maintenant, quand tu vois que Roblox sur les Gen Z, les tout jeunes, c'est plus d'engagement et de temps quotidien que TikTok, tu comprends que les grosses marques y soient aussi. Donc ça, c'est les mêmes logiques derrière, sauf que c'est pas blockchainisé, tu vois, c'est des métaverses centralisés, comme on dit. Mais tu vois, là, les Mercedes qui ont fait des activations récemment, Renault pour le lancement de la petite R5, ils y sont encore. Il y a encore beaucoup d'investissements parce que c'est un bon moyen d'aller toucher les tout jeunes, parce que c'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils jouent, c'est là où ils passent 8 heures par jour pour certains sur Roblox. Donc c'est même plus sur TikTok que tu vas aller chercher, c'est là-dessus, quoi. Donc ça, c'est un peu un ersatz de cette période, on va dire métaverse. Par contre, sur les sujets blockchain, blockchain, ça reste une technologie où les cas d'usage, il y en a de plus en plus. Il y a des projets de plus en plus sérieux. Là, clairement, les élections américaines, ça a reboosté tout l'écosystème. Donc nous, on le voit, on a beaucoup plus de demandes qui sont arrivées depuis 3 mois. Ouais, clairement, parce que nous, on est super bien positionnés sur agence Web3, agence Metaverse, donc il y a beaucoup de projets dormants qui se sont réveillés, parce que l'hiver a été long, hein, ça s'appelle l'hiver des cryptos, ça fait quand même 3 ans enfin 2 ans et demi, où c'était mort, quoi. Puis moi, je vois à titre perso le nombre de coins que j'ai acheté, de tokens, ça ne remontera jamais, quoi. Et je suis pas le seul. Donc il y a beaucoup de projets qui ont rien rendu à la fin, mais c'est certain que là, le marché reprend énormément de couleurs. Tout l'écosystème qui va autour aussi, et des applicatifs sérieux, il y en a plein, notamment mixés avec l'IA aussi, hein. Maintenant, tu as le double trend IA blockchain avec des projets hyper intéressants. Et nous, on bosse encore pas mal dessus, hein. On est encore même sur des drops NFT. Là, on a un super projet que je vous invite à aller regarder qui s'appelle Swamp Dynasty. Alors, je fais un peu de pub, c'est un client. En plus, c'est fait en Suisse. C'est ce qu'on appelle Token for Good. Donc, c'est un token pour une cause qui est la préservation des mangroves. Et donc, il y a tout un environnement gaming avec tout un univers hyper esthétique. Et donc, c'est des crocodiles, en fait. Donc, c'est un peu comme une collection NFT. Enfin, c'est complètement une collection NFT comme il y a 3 ans. Ça, c'est un projet sympa. Et puis, il y en a un autre sur lequel on bosse, auquel je crois beaucoup. Ça s'appelle Zoop.club. C'est des Britanniques qui ont lancé ça. Ils vont tokeniser, enfin, ils vont blockchainiser le
principe de Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme, Ouais. vous voyez, Patreon aux US, c'est le même principe qu'OnlyFans, mais pour du legit. Donc, un influenceur qui a une grosse communauté, un influenceur ou une star qui va monétiser son contenu. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'abonnement. Voilà, donc il y a Patreon qui cartonne aux US et là, ils font une version tokenisée de ça avec un TGE qui va arriver en début d'année prochaine et nous, on bosse toute la partie marketing de ce projet. Voilà, ça c'est Sur les NFT, par curiosité, parce que moi c'était un truc que j'avais pas mal suivi à l'époque, voilà, j'avais acheté 2-3 pièces, j'étais à fond dedans. Et je suis toujours assez intéressé et je pense qu'il y a toujours un case dedans qui va revenir à un moment donné. Je pense que c'est juste un des cycles. Tu vois la différence, ça revient sur les drops, les machins. Alors ça revient pas on va dire au pic d'il y a quelques temps, mais ça remonte gentiment. C'est quoi un peu la trend? C'est toujours. Je comprends pas pourquoi ça remonte pas plus. Ok. Je pense que une des explications que j'aurais, c'est que le grand public s'y était mis. C'est pour ça que ça a énormément marché. C'est que même plus que les cryptos, le grand public il savait plus acheter un NFT à la fin qu'un bout de Bitcoin ou un Ether. Quand je dis vraiment pas tout le monde, mais vraiment beaucoup de monde en avait acheté. Et je pense qu'il y a une forme de déception. Et avant qu'ils y retournent là-dessus, le grand public, vraiment, c'est pas pour tout de suite. Ça va prendre un moment. Ouais, je pense que ça va prendre un moment parce qu'il y en a quand même beaucoup de petits particuliers, comme nous tous, qui avons quand même perdu des billes là-dedans. Et donc cet engouement, en fait c'est vraiment sur les NFT qu'il y a eu un engouement vraiment le plus large, parce que les cryptos ça reste quand même sur un public un peu averti. Avant d'acheter une crypto, il faut quand même avoir déjà une volonté d'investir. Alors tu vas me dire que le NFT c'est une forme d'investissement, mais il y avait le côté artistique, c'est lié à un côté émotionnel aussi, voilà. Artistique. Si t'aimes l'artiste, si t'aimes ce qu'il fait, tu t'aimes le Exactement. personnage, j'en sais rien, tu vas acheter. Et puis tu pouvais acheter un NFT pour 20 francs, 30 francs, 50 francs. Tu peux acheter un coin aussi pour 50 francs, mais c'est plus compliqué. Non mais t'as pas ce lien, c'est purement financier d'une certaine manière. Exactement, spéculatif. Tu projet, mais même c'est. Oui, mais c'est des gens avertis. Voilà. C'est des gens qui prennent le temps de regarder le projet ou on leur a conseillé, voilà, mais dans cette crypto. Mais les NFT, ouais, je pense que ça va être peut-être un peu compliqué que ça remonte. Quoi. Les gens ont été un peu déçus, je pense, parce qu'on a vendu beaucoup de rêves par rapport à ça en disant si tu achètes ce NFT, bah, non seulement tu le possèdes, c'est un peu comme un tableau que tu accroches à ton mur, il prend de la valeur. Si tu veux le revendre un jour, il n'aura pas perdu la valeur par rapport à ce que tu l'as acheté. Ce qui est fondamentalement pas vrai. Il y avait le case, l'exemple que je trouvais incroyable, qui moi m'avait fait changer de la manière de voir, où je me disais mais en fait c'est sûr que ça va venir dans la vie de tous les jours en fait. C'était comment il s'appelle, Gary Vaynerchuk qui donnait l'exemple en disant tu as une pizzeria, tu crées un token. Ce token, c'est aujourd'hui pour 1000 francs vous pouvez acheter ce token et vous avez des pizzas à vie dans notre pizzeria. Le mec il va dire ah c'est génial, moi je vais toujours dans cette pizzeria, boum, je mets les 1000 balles, je l'achète. Tu vends ton token, il y a le mec qui l'a. Le mec, il peut revendre ce token derrière. Il va dire, bah maintenant, je l'ai utilisé pendant un moment, mais je déménage, j'en sais rien, je vais le vendre à 2000. Le mec, il va se faire un peu d'argent et quelqu'un d'autre qui va acheter à 2000. Toi, tu vas prendre tes royalties dessus, etc., etc., etc. C'est un outil marketing, quoi. C'est un outil marketing incroyable et simple, entre guillemets, à utiliser, à comprendre. Tu vois, c'est genre Starbucks qui pourrait dire, bah, on fait un token Starbucks où tu as 10% sur tes cafés, mais il n'y a que 100 tokens. Puis ensuite, ça se revend, mais en même temps, tu as tes royalties là-dessus. Enfin, tout le concept purement dans la vie de tous les jours, marketing, quand j'ai vu ça, j'étais c'est logique en fait. N'importe quelle pizzeria, sandwicherie du coin, elle va commencer à utiliser ça en fait. Et en fait, ça s'est pas du tout fait. Ça s'est pas fait. C'est encore trop complexe. C'est encore parce que ça reste une techno et finalement, c'est un programme de fidélisation avec des rewards et tu peux déjà le faire. Au lieu de donner un NFT, bah, tu donnes une petite carte. Bon, alors certes, mais tu monétises. Mais ouais, c'est ça, ouais, mais quand tu vois l'exemple, tu es là, mais en fait, pourquoi je ferais une petite carte? C'est un truc qui peut générer d'argent, si un jour ça se vend très cher. Enfin, je sais pas, c'est le principe derrière, il y a peut-être des meilleurs exemples, hein, mais le principe derrière, pour moi, j'étais là, bah, en fait, ça a tellement de sens que ça s'utilise de cette manière-là pour des petites boîtes, parce que oui, c'est toujours les grands groupes, les grands. Mais en fait, en PME du coin, ton petit café du coin, bah, il pourrait avoir son token. Il pourrait avoir 5 tokens pour ses meilleurs clients. Enfin, tout le truc, il avait du sens en fait pour moi. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est sûr que ça va exploser. Ça fait un petit, ça fait un petit bug. Mais moi, j'étais là, ok. Mais ça va revenir d'une façon ou d'une autre. Parce que de toute façon, la capitalisation globale, elle est énorme. Enfin, déjà, on parle toujours d'argent, mais c'est là, quoi. Tu vois, ça n'a pas fait. Et puis les cas d'usage ils se multiplient quoi. Donc
Ouais. Après, comme outil marketing, mais bon, en tout cas, la demande est, et pour revenir au topic de l'agence Web3, ce positionnement-là, en 2024, il a quand même moins de sens qu'il y a 3 ans. Et moi, je suis bien content qu'on n'ait pas fait un full scope là-dessus, parce que là, on n'aurait pas, voilà, on n'aurait pas eu la croissance qu'on a eue. Donc, voilà, on est toujours sur des sujets traditionnels, Web 2, entre guillemets, quoi. Les studios, c'est un positionnement à part qui permet d'avoir un peu comme une niche métier qui marche bien, mais voilà. Et puis il y a beaucoup de monde qui se sont mis sur le secteur aussi, forcément. Hein. Donc, évidemment, il y a de la concurrence, le marché qui se redresse, et puis à la fin, il n'y a plus trop de mandats sur ces sujets-là, quoi. Ouais. Il y a une dimension que tu as mentionnée que je trouve très intéressante dans le Web3, mais qui se lie un peu au Web2, c'est la dimension de la communauté. Tu en as parlé dans une vidéo aussi sur LinkedIn, c'est les communautés Web3 sont assez fortes, et tu parlais aussi des communautés de jeunes aussi dans tout ce qui est gaming, qui sont des communautés assez fortes, et aujourd'hui, ces communautés-là se traduisent beaucoup via Discord. Tu as mentionné Discord. Est-ce que tu peux expliquer peut-être comment la communauté Web3 est un peu peut-être différente de la communauté Web2 et comment Discord change la relation entre les marques et les clients? Ça, je pense que c'est hyper intéressant et trop peu de gens utilisent peut-être assez bien ce levier, en tout cas en Suisse, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est Discord. Ouais. Discord, alors c'est vrai que c'est très assimilé au topic Web3 et au projet Web3, parce que tu peux pas avoir un projet Web3 sans avoir ton Discord. Mais en fait, c'est une façon d'organiser ta communauté. Tu vois, c'est des serveurs, c'est un peu comme un Slack, mais grand public, avec des topics. Et enfin, différents sujets, et différents en fonction de si tu es whitelisté, tu peux être dans tel serveur ou quoi. Enfin, voilà, tu peux organiser aussi par langue. Donc, en fait, c'est une façon beaucoup plus directe d'organiser ta communauté. Mais ça peut tout à fait s'appliquer à du Web 2. Et tu vois des projets Web 2, entre guillemets, qui ont des Discord. Je pense à par exemple, à des projets dans l'immobilier, où tu vas avoir LVMH qui ont fait leur Discord, il me semble. Non, ils n'ont pas fait un Discord, mais pas lié à du Web 3, parce que c'était peut-être sur des sujets Web 3. Je sais plus. Ça pourrait. Mais ils bossaient avec une boîte qui faisait du community management Discord, et du coup, c'est certain. vu dans le truc des... C'est certain, parce que pour prendre l'exemple, là je vais prendre l'exemple de l'immobilier pour faire rapidement, mais par exemple des investisseurs en immobilier, des gens par exemple qui vont en faire que du locatif sur tel, ils vont se retrouver sur leur Discord à échanger, à se donner leurs tips. Puis évidemment, la marque qui tient le Discord, elle est porteuse du projet, puis elle l'anime. Donc en fait, tu es beaucoup plus proche d'eux que sur un feed Facebook ou Instagram. Parce que quand il faut répondre à 36 000 commentaires, c'est la façon d'organiser les choses, en fait, d'organiser l'engagement. Je trouve qu'il n'y a plus d'engagement sur Facebook et sur Instagram, même sur TikTok. Il y a encore sur Facebook un petit peu, des fois tu vois des débats un peu qui se lancent, mais sur Instagram, l'engagement c'est like, un petit commentaire, ouais c'est super, mais tu n'as pas la vraie discussion tu peux des fois avoir mais tu vois ce que je veux dire. Elle est plus sur Twitter, cette discussion-là. Voilà, alors oui, Twitter est plus proche d'un fonctionnement mais bon, Twitter c'est de la haine. Non, c'est pas de la haine, mais c'est du débat, quoi. C'est du débat. Quand je dis discussion, c'est pas forcément se mettre dessus, même si sur Twitter, parce que c'est quand même très politique, ou voilà, mais tu vois, par exemple, revenir à un cas d'une boîte qui fait de l'investissement, qui propose des solutions d'investissement, sur Discord, on va pouvoir beaucoup plus interagir avec sa communauté. En plus, ça reste, il y a des traces, tu peux organiser par levier, quoi. Donc, c'est ce qui a fait le succès de Discord, et ce qui fait qu'encore maintenant, il y a beaucoup de communautés qui se retrouvent là-dessus, même si ça reste. Vous avez bossé sur des projets comme ça, de mise en place de Discord en Suisse? En fait, parce que j'ai l'impression qu'en Suisse, ce que disait Max avant, c'est que non. En Suisse, non, mais Discord, les gens savent pas ce que c'est, et que ça se fait pas encore. Ça va peut-être arriver, mais non, en Suisse, c'était ailleurs. Non, parce que déjà, c'était surtout sur des projets Web3, et Web3 c'est très global, quoi. Tu vois, il n'y a pas de frontières, encore moins de frontières, j'ai envie de dire. Non, sur la Suisse, il faudrait que ça soit très. Puis il faut quand même un minimum de monde sur un Discord. Parce que si tu es 100, tu vas discuter à 100, mais voilà, faut quand même, c'est en milliers, quoi. C'est quoi la taille critique Pas de taille critique, mais il faut assez pour que les gens y aillent régulièrement, et voilà, c'est vraiment un forum d'échange et de discussion, quoi. Donc 100 personnes, tu vas pas tous les jours, ou tu vas pas, voilà. Donc je dirais, nous on se mettait des KPI de rapidement arriver à 5000, 10 000 de vrais, en plus de personnes engagées qui vont. Il n'y a pas tout le monde qui discute, mais
qui vont interagir. Donc non, pour du local, ça va pas. Pour du localisé, Discord, c'est pas pertinent. Tu penses que ce renouveau un peu du community management, comme on disait avant, le community management, Instagram, Facebook, ça c'est un peu perdu, c'est plus de la gestion de médias d'une certaine manière. Le Discord, Web3 et autres a remis un peu ce community management au centre en disant c'est vraiment du community management, tu dois gérer une communauté, la faire interagir, etc. Là c'est très Web3 avec Discord, mais est-ce que tu penses ou est-ce que tu le vois déjà, ce côté communauté, voire micro-communauté qui se crée pour une boîte plus Web2 ? Et puis tu vois, tu commences à créer ton Slack, mais c'est peut-être que 100 ou 300 personnes dedans, mais tu vois, c'est une petite communauté de personnes. Est-ce que tu le vois ça ? Parce que j'ai l'impression que ça va devenir, c'est une intuition entre guillemets, une hypothèse de dire on va voir ça de plus en plus, mais en même temps je ne le vois pas vraiment se concrétiser aujourd'hui. Tu as pris l'exemple tout à l'heure des marques fashion, il y en a certaines qui ont réussi à le faire. Par exemple, une intéressée était art fan sur le prochain design des prochains sneakers. Il y en a qui l'ont fait. Donc, je ne sais plus si c'est Adidas ou Nike, mais et les mecs, la communauté, ils vont même jusqu'à proposer des dessins, proposer des couleurs et participer au produit. Et donc, il faudrait que les marques réussissent. Et puis, c'est vrai que c'est à nous, social media managers, d'essayer de pousser à créer ces environnements-là pour qu'ils interagissent plus. Et pour certains produits, ça a clairement du sens. Pas pour tout, mais pour certains produits, ça a du sens. Et ce serait quoi la plateforme, à ton avis ? Parce que tu vois, tu parlais de Nike et tout, c'est quoi ? C'est Discord ? Ouais, ça c'était sur leur Discord. réseau ? Non, ça c'était sur Discord. Ouais. Mais c'était encore une fois un projet lié à des NFT. C'était créer dessiner la basket et qui allait devenir une NFT, mais qui ensuite, in fine, devait devenir une basket réelle. Mais oui, sur les... Mais pareil, il faut quand même des sujets où il y a des gens très engagés. Enfin, où il y a... Voilà, c'est pas sur tous les sujets, quoi. Tu peux pas proposer ça, je sais pas... tu peux pas proposer ça dans des industries type assurance, banque. T'as pris quoi comme assurance ? Les gens, ils viennent pour gueuler. J'ai un premium. Ouais, c'est ça, est-ce que faut que ça soit un minimum sexy. Ouais, le côté Web3 crée de l'engagement, en fait. Parce que si tu crées un Discord où la personne n'a un peu rien à y gagner, en fait, forcément, elle est moins engagée. Ouais. Mais du coup, sur un projet Web3, où elle a acheté un token, ou bien elle a acheté un NFT, ou bien elle a investi dedans financièrement, et son engagement a potentiellement un impact sur la montée de son propre token, forcément, ça crée de l'engagement supplémentaire. D'où le fait que le projet Web3 rend le Discord beaucoup plus puissant que si c'était pour un projet Web2 ou un projet où en fait tu n'arrives pas à tokeniser le truc, donc l'engagement a moins d'impact sur la personne, en fait. Complètement. Et puis c'est un lieu aussi où la marque est là pour rassurer. Parce que sur les projets Web3, effectivement les gens ils ont investi, mais ils ont besoin d'un suivi direct, journalier sur l'avancée du projet. Alors pas parce qu'ils n'ont pas confiance, mais parce que ils ont besoin d'être rassurés pour est-ce que ça va être livré, quand est-ce qu'il arrive le drop, qu'est-ce qu'il va y avoir, là j'ai joué le jeu d'être whitelisté, qu'est-ce que ça va me fournir derrière comme avantage. Donc ça permet d'être beaucoup plus proche de sa communauté, d'interagir avec eux et puis de leur dire par exemple on va être en retard les gars, désolé, pourquoi est-ce qu'on est en retard, on explique, là on va pas réussir à livrer, ça va pas le faire, finalement on a switché cette partie là du projet, on va aller là-dessus, puis on l'explique et la communauté elle comprend et elle arrive avec des idées aussi. Il y avait même à la fin tu avais des projets où même la modération c'était des gens bénévoles qui le faisaient. Tu vois, tu n'avais même plus besoin de payer un modérateur tellement les gens ils sont engagés. Mais ce projet ils y croient à mort et ils vont eux-mêmes donner 2 heures 3 heures de leur temps pour modérer les forums et animer gratuitement. C'est tellement puissant. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est tellement puissant. Et c'est vrai que c'est le community management au sens pur du terme et pas qui a jamais vraiment été mis en place sur les réseaux d'une certaine manière, à part peut-être au tout début. Si, c'est Facebook au début. Hein. Ouais, mais c'est vite parti d'un côté. C'est vrai que c'est vite. Ouais. Je sais pas, c'est faux parce que ça a pris du temps. Maintenant, quand tu vois qu'on reste même pas 2 secondes sur un post, on est plus près de. Ouais, c'est clair. Il n'y a plus de community management. C'est de la gestion média, c'est du reach. Ou c'est de la crise, maintenant community management, c'est de la gestion de crise. C'est souvent. Il y a un problème. Voilà, c'est quand il y a un problème. C'est ça, c'est qu'il y a un problème, il faut que la boîte elle communique pour X ou Y raison, ou il y a un souci. C'est pour faire passer un message. C'est pas de la vraie gestion de communauté. C'est rarement positif. C'est souvent négatif, à part la partie, évidemment, posting, image de marque, etc. Les gens, c'est un abus de langage de dire que c'est du community management, parce que c'est du, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est proposer du média à ta communauté.
C'est pas la pas même chose. interagir directement avec ta communauté et leur parler concrètement au quotidien. Ah, c'est intéressant. Mais on allait dire quelque chose. Vas-y. Non, je voulais revenir un peu en arrière, parler de Wild Solutions, de Wild en soi, de ton agence que tu as créée il y a quelques années. Vous êtes aujourd'hui dans plusieurs endroits. Il y a une grosse partie en Asie et puis une partie ici à Genève en soi et puis d'autres endroits en Europe. Tu peux nous expliquer un peu déjà les débuts de l'aventure d'une certaine manière et puis après pourquoi ce split entre différents continents et puis comment vous avez structuré ça aussi parce que c'est des équipes différentes qui travaillent à différents moments et à quoi ça ressemble aujourd'hui en termes d'exécution dans la vie de tous les jours. Ouais, bah avec plaisir. Là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant déjà. C'est passé vite. Vous, ça fait combien de temps déjà? 5 ans? 7. Ah ouais, 7 ans aussi. 7 en février, ça fera 7 ans. Ouais, Ouais, voilà. Ça file, hein. ouais ça file. Ouais. Plus d'une décennie à faire ça. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure comment est-ce que sera l'agence dans 10 ans. Et je m'essaie de me rappeler 2014. Si je m'étais demandé est-ce que je ferais en 2024, au final, est-ce que ça a beaucoup changé? Bah, pas tant que ça. Pas Tu tant vois. que ça. C'est juste qu'on est plus nombreux et qu'on a plus de clients et qu'on brasse plus. Mais au final, non. Alors moi, je viens pas du tout le marketing au départ. Si je reviens au tout début pour la faire courte, moi, je suis juriste à la base, donc je suis un littéraire. Donc c'est la sémantique qui m'a amené au digital marketing. Et avant de monter l'agence, j'ai monté un certain nombre de projets que j'ai toujours d'ailleurs à côté, mais toujours avec ce fil rouge de l'acquisition digitale et vraiment avec le scope référencement au départ, quoi. Le funnel, un mot-clé, donc une intention d'achat, on se met sur le mot-clé, la pub, le clic, on envoie sur la landing page et on convertit. Et donc on a monté un certain nombre de projets dans des niches différentes et avec mes associés, c'était 2009, 2010, donc c'était le tout début. En France en tout cas, où on s'inspirait, on allait sur Moz, le gros blog de l'époque de SEO, c'était tout en anglais, il n'y avait aucune source en français. Whiteboard Friday. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est exactement ça. Je les adorais. Ils étaient trop forts. Et ouais, voilà, et en fait, on s'est formé à faire du référencement Google sur Google, quoi. Comme maintenant, tu demandes à ChatGPT, t'expliquer comment utiliser ChatGPT. Et donc, on se mettait sur des niches mots-clés. Alors, on a tout fait, immobilier, dating, on dirait même sur des trucs je sais pas, Limite. et on montait plein de petites niches comme ça et on créait beaucoup de contenu, on mettait du backlink, le même technique que maintenant, on faisait du référencement très propre, parce qu'à l'époque tu pouvais faire aussi un peu du sale entre Blanc guillemets, sur tu vois, blanc. du black, et voilà, tu as connu, ou avec les backlinks qui partent de... Et ça restait souvent pas longtemps. Donc nous, on a fait le choix très tôt de faire du SEO très propre, et ça a très bien fonctionné. On s'est ranké sur des mots-clés, genre investir en immobilier, on était premier, quoi. Parce qu'il y avait personne aussi. Mais il y avait du monde sur Google, mais il n'y avait pas encore les gros players qui avaient compris qu'il fallait faire ça. Et donc, c'est un peu ce qui a fait notre succès au tout départ. C'est notamment dans l'immobilier, on était sur tout ce qui est loi de défiscalisation. On était en France à l'époque, donc, et là, on captait des leads. Les mêmes principes que maintenant. Créer du FOMO, enfin créer de la peur, principe de la peur, les villes où ne pas investir. Donc un e-book à télécharger, sur quelle ville ne pas investir. Et les gens y cliquaient, ils laissaient leurs coordonnées, téléphone, pour avoir ce petit guide. On avait notre lead et on revendait les leads à des cabinets d'investissement, de gestion de patrimoine, etc. Et ça a très très bien marché. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à gagner des sommes quand même hyper intéressantes alors qu'on était 3 clampins de 23 ans, quoi. Et suite à ça, on a mis en place une grosse machine où on a pris à l'époque des stagiaires en lettres, parce que en lettres, il y en a beaucoup qui ont fini en digital marketing, hein, que ce soit en droit ou en lettres, pour créer créer du texte. Et on a créé toute une petite armée comme ça où on bossait tous ensemble, on créait du contenu et on se rankait sur des mots-clés dans plein de niches différentes. Et derrière, fallait monétiser tout ça avec de l'affiliation, etc. Donc on s'est formé à la fois sur l'acquisition puis à la fois sur la partie monétisation. Et puis pour la faire courte, en Asie 2011, et l'agence, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait développé une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise, qui intéressait des marques un petit peu plus grosses aussi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire au tout début, je me souviens, c'était un peu par hasard, on a fait une conférence à la Chambre de commerce à Hong Kong, Chambre de commerce, et sur le référencement, mais parce que je voulais parler un peu de mon métier, mais je n'étais pas encore dans une logique d'aller chercher des clients, c'était plus pour se faire connaître, etc. Et puis ça avait eu vraiment plein de retours derrière, et puis des grosses marques, hein, Pernod Ricard, etc. On est intéressé, ok, on attaque, on a signé nos premiers contrats, mais je ne me suis pas levé un matin en me disant je vais faire une agence. Et mon associé non plus. Et parce qu'on avait ces autres business à côté. Puis au fil et on s'est rendu compte de l'énorme richesse, l'énorme intérêt que c'était de bosser pour d'autres. Enfin, de faire du service.
Parce que encore maintenant, moi, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de pouvoir rentrer dans le business model de mes clients. Enfin, dans le business plan, pardon. Dans le business, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est ce que vous faites toute la journée. On est là pour les aider, on est des coachs et en plus, on est là. On est vraiment la locomotive. Tu vois, le marketing, c'est la partie vente, quoi. Faut des leads, faut des ventes. Donc, je dis pas qu'on rentre dans les petits papiers du PNL du client, mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce que je fais, c'est que, voilà, on aide et dans des industries complètement différentes en plus. Ça, c'est sympa. Tu vois, tu passes de l'assureur au e-commerce, à la salle de sport du coin. Et ça te fait voir plein de business models différents. Et je trouve que c'est vraiment une grosse richesse. En plus, on applique des techniques différentes derrière, quoi. Donc voilà, mais désolé, j'ai complètement débordé de la question. Qui était du coup Wild 2014, on a commencé à vendre un petit peu du service, puis après croissance organique, les demandes augmentaient, bouche à oreille, et après forcément tu commences à recruter tes équipes, donc des fois tu as des trous, tu as entre guillemets trop d'équipes, voilà, et passer de clients, puis à l'inverse des fois tu as beaucoup trop de demandes et puis tu as pas assez de clients, donc ça c'est notre quotidien, et c'est le vôtre aussi j'imagine, donc voilà, c'est toujours un peu en dents de scie, quoi. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Des fois, on est surstaffé, des fois, on est sous-staffé. Et puis, ensuite, au fil un peu des opportunités, du bouche-à-oreille, et puis de nos vies aussi personnelles. Moi, je suis rentré en Europe il y a 4 ans, à Genève, où là, j'ai dit, allez, go, on fait ça. J'ai réussi à le faire en Asie, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas ici à le faire en Suisse, et ça a bien fonctionné. Alors, j'ai trouvé, on pourra parler peut-être un peu de la Suisse après, quand tu arrives de l'extérieur, c'est un marché qui n'est pas du tout facile à appréhender, je trouve, mais au bout d'un moment, c'est long, tu trouves des moyens d'aller chercher de la clientèle ici, et puis ouais, maintenant j'ai un joli développement sur la Suisse. Mais du coup, le fait que vous soyez justement présent avec des clients qui sont dans différents endroits, c'est plus lié au fait que tu t'es déplacé, par exemple, je dis toi, ça peut être un autre associé, hein, mais que tu t'es déplacé, tu étais à Hong Kong, puis après tu es venu à Genève, puis du coup maintenant tu as des clients en Suisse, puis des clients que tu as gardés à Hong Kong, ou c'était une envie dès le départ de se dire on va aller chercher tout de suite des clients à l'international, et puis en gros on ouvre les vannes, et puis si le mec il est... On a eu très tôt ce positionnement international quand même, le fait d'être très fort en localization marketing, donc d'aider une marque qui vient de l'extérieur à appréhender un marché. Donc des marques western à aller chercher les marchés asiatiques. Ça, c'est toujours aussi un gros positionnement. Puis à l'inverse, on aide des marques chinoises, surtout chinoises, à aller chercher l'Europe, dont la Suisse, mais on fait des campagnes au Danemark, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Donc, on a eu quand même assez tôt ce côté un peu international, mais pas par choix, mais après, tu vois, mais même bizarrement, tu vois, on n'a pas de bureau au UK, mais on a 2 gros clients au UK. On a des clients aux US aussi. C'est vraiment par le bouche à oreille, en fait. Ils bossent bien, bon, puis au final, ils se retrouvent là où ils sont bons dans cette industrie. Donc, et puis, quand on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Tu vois, il y a des marchés où je ne sais pas y aller, on ne va pas y aller, on n'a pas les compétences pour les langues, on n'a pas, donc on ne fait pas tout non plus. Mais ouais, c'est plus une construction un petit peu... optimiste, c'était plus optimiste dans le sens opportunité, opportuniste, on va dire. Ouais, que de se dire que dire en fait non, on va aller ouvrir ces pays maintenant là, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que la recherche proactive on va chercher ce marché, la seule fois où je l'ai fait, c'est en Suisse au final. Ouais, parce que t'avais entre guillemets pas le choix. Pas le choix, je connaissais personne, et puis quand je suis arrivé ici, j'ai vite compris que le marché il était très compliqué, très éclaté. Alors certes, un marché intéressant, hein, mais quand même beaucoup d'acteurs. Beaucoup de freelance, beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur chercher des contrats en France. Enfin, tu vois, beaucoup d'agences d'Annecy, de Lyon, de Paris qui viennent. Ça m'a surpris en arrivant ici. Il n'y a que des Français à Genève, même à Lausanne. Bon, en fait, non, il y a aussi de très très belles agences locales, évidemment. Mais j'ai trouvé que et j'ai vite compris aussi qu'ici, l'inbound allait être plus compliqué. Tu vois, j'ai lancé les Google Ads. Ça m'a rien ramené, quoi. J'ai stoppé. Enfin, j'ai Google Ads, non. Ici, il faut aller chercher le client. Donc, chercher le client, c'est déjà se montrer. Ça marche encore beaucoup comme ça ici. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc, sortir, networker, se faire connaître. Et puis, j'ai un petit peu expérimenté l'outbound, donc des techniques qu'on ne faisait pas trop. Hein, c'est vrai que pour des marketeurs, on a toujours été très inbound. Mais là, aller chercher avec de l'email marketing, se faire connaître. Et ça a plutôt bien marché. Donc ça, puis du coup, j'ai appris plein de choses. Donc, ces 12 derniers mois, c'est ce que j'ai fait. C'est les 2 gros piliers de la croissance en Suisse de Wild. Ouais. C'est ça. C'est le networking et
Sur la Et Suisse, l'outbound? ouais, c'est que ça. Ouais. Ouais. Oui, c'est du réseau et de l'outbound sur ceux qui, ouais, genre en gros, shoot des emails avec, je sais pas si vous en faites un petit peu, mais Oui, vous faites avec justement, de c'est pour l'IA. ça que je posais la question. Ouais. C'est assez. Parce que je sais pas, vous arrivez à avoir des leads organiques, vous Non, mais on se faisait en fait, enfin, il y a un petit moment qu'on réfléchit à ça, mais en fait, c'est ce que tu disais pour des marketeurs, on fait différemment, c'est qu'en fait, Mm. bah, ça dépend aussi du type de client que tu as, mais Mm. bah, c'est B2B en fait, nous beaucoup, enfin, c'est que du B2B. Mm. Et en fait, bah, c'est pas pareil que de faire du B2C, et en gros, tes techniques marketing B2C, bah, pour tes clients, elles vont bien fonctionner, mais pour toi, vu que tu fais du B2B, c'est pas forcément pareil. Donc, tu vas être axé très sur le networking, etc. etc. Donc, Ouais. donc c'est pas les mêmes stratégies que tu mets en place. Et du coup, bah, ce que tu mets en place pour tes clients, tu le mets pas forcément en place de la même manière pour toi, etc. C'est un peu sûr. différent. En termes de structure, c'est intéressant quand même parce que du coup, effectivement, si tu vas chercher des clients en Suisse, certains sont pas mal attachés au fait que l'équipe soit ici. Ouais. Et puis il y a la dimension culturelle, le fait d'avoir une équipe internationale, ça a des avantages parce que tu peux, comme tu dis, aller chercher des opportunités ailleurs. Ça doit avoir des inconvénients aussi, des fois au niveau de la culture et au niveau de la compréhension du marché. Tu peux citer un peu peut-être des exemples d'avantages et d'inconvénients que tu as au fait d'avoir une équipe internationale? Bah, j'ai dû prendre un peu de monde ici aussi maintenant, hein. Ouais, Parce ok. qu'effectivement, je me suis dit, tout seul, j'y arriverai pas. Donc, j'ai 2 personnes aussi maintenant en Suisse. Euh, Et c'est intéressant, pourquoi est-ce que tu t'as senti que l'avoir... Alors, parce que tu dis que tu es tout seul, mais tu n'es pas tout seul, tu as quand même une équipe ouais. ailleurs. Mais l'équipe ailleurs, elle n'était pas suffisante pour traiter tous les besoins que tu avais ici, c'est ça? Ouais, alors après, oui, puis déjà, il y avait le problème de time zone aussi, parce que tu vois, j'ai beau Ouais. avoir beaucoup de Français qui sont à Hong Kong, en Asie, ici, on n'est pas sur la même time zone. Donc ça a été vite un problème ici, un problème aussi. Et puis même, j'ai des équipes en France, tu vois, j'ai des équipes à Lyon et à Paris. Oui, j'ai vite vu culturellement. Alors après, ça dépend, tu as les deux cas, hein. Il y en a, ils n'ont aucun problème à sous-traiter, à savoir que tu sous-traites ou que tes équipes elles sont en France parce qu'ils savent que ça va être un petit peu moins cher aussi. Ouais. Parce que c'est le cas aussi, hein, faut pas... Les salaires suisses sont plus élevés, donc forcément ton TGE va être plus élevé. Mais quand même, si tu veux vraiment, si tu es vraiment sur des logiques ultra localisées, je pense notamment à la Suisse alémanique, oui, il te faut quelqu'un sur place qui a de l'expérience sur ces sujets-là, parce que sinon tu te casses quand même assez vite les dents. Ou alors tu fais que ça, et voilà. Donc, et puis c'est toujours pareil, nos métiers, ça passe par les équipes, hein. On fait rien. Enfin, je veux dire, enfin, moi personnellement, je fais du business développement, c'est une grosse partie de ma journée, mais à la fin, faut que ça se délivre, faut délivrer, il faut que ça soit quali. Donc il faut des gens sur place qui savent le faire correctement, et il faut les payer à la hauteur de leur talent et de leur implication. C'est notre business model, mais c'est compliqué de se dire. Moi, j'ai pas osé en arrivant en Suisse en disant je recrute d'abord, parce que les salaires me faisaient un peu peur. Mais peut-être que j'aurais dû faire ça. Tu vas me dire, bon, bah, je mets d'abord 2 personnes très très solides, et je vais chasser avec ces gens-là. Bon, à la fin, c'est l'inverse. Je vais d'abord aller chercher des clients, et ensuite, j'ai embauché. Ouais. Mais peut-être que je serais allé plus vite si j'avais investi plus tout de suite dans les équipes. Ouais, mais Je c'est sais plus pas. sain finalement, donc c'est pas forcément tout est dans la vitesse. Mais je trouve intéressant le fait que tu ça a plutôt un gros avantage d'avoir une équipe internationale du coup, parce que ça Ouais. permet d'aller chercher des opportunités un peu partout. Des talents qu'on n'a pas forcément ici aussi. Oui, Exactement. parce que c'est Sujet, pas hein. évident ici de Sur trouver. certains sujets, Ouais. voilà, on parlait de media buying. Ouais. C'est pas encore très ancré, il n'y a pas forcément les compétences ici. Et des fois, tu es obligé d'aller chercher ailleurs pour trouver ces personnes-là, quoi. Clairement, c'est sûr. Et aujourd'hui, vous êtes positionné comme une agence 360, donc vous faites un peu de tout. Comment tu structures un peu ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites pas? Est-ce qu'il y a des projets où tu vas pas trop dessus parce que vous vous sentez pas trop? Ouais, C'est quoi un peu les trucs qui sont les plus intéressants pour vous? les projets, je sais qu'ils vont pas fonctionner déjà. Maintenant, avec l'expérience, je sais les voir venir. Ouais. Non, on fait beaucoup de social media. Mine de rien, à la fin, ouais, tu as plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'agence, c'est du social media marketing. Avec donc toute la partie créative, dashboarding, évidemment, enfin posting, et puis du paid social, et aussi des campagnes d'influenceurs. Moins en Suisse, parce que c'est vraiment des micro-marchés, mais on fait quand même pas mal, notamment sur tous les sujets Web3, là, c'est beaucoup d'activation KOL, gaming, etc. Et le reste, c'est on a des développeurs WordPress, on fait pas mal de WordPress, on doit sortir 3-4 sites par mois à peu près, pas que sur la Suisse, hein, je parle au niveau du groupe, et du référencement naturel et payant aussi. Voilà. Vous avez eu la réflexion, tu disais, vous avez commencé avec SEO, référencement naturel.
très niche là-dessus. Vous avez eu la réflexion à un moment donné de dire on fait que ça, on devient tu vois les bêtes du SEO et on fait que ça et on reste niche là-dessus. Mais je l'ai encore. Hein. C'est vrai que toujours par opportunisme, on est devenu un petit peu 360 parce que les clients nous demandaient, donc on essaie de monter en compétences. Mais c'est vrai que si on était resté sur un cœur de métier, alors ça aussi c'est inconvénient, mais quand je vois des succès de certaines agences qui font que de la SEO ou que du paid ou que des Google Ads, le fait de se positionner dans une ultra expertise, je vois clairement qu'il y a des Le avantages. process derrière aussi. Je sais pas, nous c'est une question qu'on a, comme tu dis, on l'a toujours, elle est toujours là. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression, je sais pas, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on ne va jamais, Est-ce que avoir t'as la solution, mais nous c'est une grande question toujours. Hein, c'est toujours. Voilà. Tu as les deux demandes en fait. Le problème, c'est que tu as des clients, ils veulent pas avoir 5 agences. Donc, ils veulent une agence En plus, en 360 Suisse, comme nous, on est Ouais. très axé suisse d'une certaine manière. Donc ça, on le voit vraiment. Ils veulent avoir une seule voit- agence voilà, et on débrouillez-vous, Voilà. allez chercher des sous-traitants s'il faut. Mais je parlais qu'avec toi. Voilà. tu Mais vois. moi, c'est ce que moi, Ouais. nous, c'est le positionnement à Wild. Après, il y a des clients, non, ils aiment bien avoir un expert SEO, un expert social media, que ce soit en interne. Mais en Suisse, c'est etc. très rare ça, non Tu En le vois Suisse, plus tu à le l'étranger vois ou pas C'est Nous, on le sur une voit pas question trop en de Suisse. taille, moi j'ai l'impression. Plus ils sont gros, plus ils veulent avoir des experts spécifiques. Et plus c'est petit, plus ils veulent une seule personne. Ça, c'est. Ouais, bah oui, clairement. Puis il faut aussi pouvoir se le payer. Parce que plus tu vas prendre des agences différentes, plus tes fees, elles vont un petit peu augmenter aussi. Tu mutualises, entre guillemets, en prenant une seule agence. Enfin, théoriquement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on est. C'est la proposition de valeur qu'on a aussi. Tu viens nous voir, on essaie de remplir le plus tes besoins et du coup, ça te revient moins cher et tu as un seul interlocuteur. Euh, mais. Mais oui, non, mais c'est comme le positionnement métier aussi. Il y a des agences qui se positionnent par industrie. Tu vois, ils vont dire je fais que du luxe, ou je fais que les lawyers, ou je fais que la cosmétique. Et ça, nous, on l'avait réfléchi pas mal de fois. On a même fait des tests avec que des funnels, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'est une connerie, je pense. Ça, c'est ce qui est compliqué. Par exemple, je prends le cas des avocats, qui vont tout le temps te dire oui, mais du coup, vous bossez avec mon confrère. Bah oui, parce que je suis spécialisé là-dedans, je fais que ça, je fais que des avocats. Ah ouais, bah vous travaillez avec des avocats, ouais, vous travaillez avec la concurrence, tu vois. Et puis même, tu as même des problèmes éthiques, tu vois, si tu... Est-ce que tu pousses un, est-ce que tu pousses voilà, l'autre tu vas bider lequel ce tu vas- mot-clé-là, et en fait, tu as le même mandat sur le même mot-clé du confrère de la rue d'à côté. Donc ça, je sais pas. Après, tu vois, il y a des très très belles agences qui sont positionnées par exemple que sur des marques de luxe. Et ils ont toutes les marques de luxe. Et ils ont la data de toutes les marques de luxe. Tu sais pas, ça n'a pas l'air de poser de problème. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est Peut-être que ça parce marche. que dans le luxe, il y a différents secteurs. Tu as l'horlogerie, tu as la mode, tu as. Après, Oui, mais ils ont Ouais, trois mais marques de montres par exemple. Tu Ouais, vois, c'est vrai. ouais, Même ouais. pricing, c'est vrai. trois marques de montres qui sont dans le même pricing. Ils ont les trois, ils sont chez eux, quoi. Parce qu'ils ont cette expertise métier et qu'ils arrivent en disant bon, bah voilà, nous on connaît l'audience, on connaît vos codes métiers, et c'est comme ça qu'ils récupèrent les mandats. Donc c'est que ça fonctionne, quoi. Mais ouais, mais il y a de quoi en discuter toute Ouais, la non, nuit, en fait. c'est pour ça Et que moi aussi, je pense voulais la ton avis, nuit, parce que des nous, fois. voilà, c'est des trucs qui travaillent là au milieu de la nuit en disant, mais voilà, il y a cette verticale industrie, métier, verticale technique, on va dire, ou service. Et je sais pas, j'ai pas la solution, mais c'est un peu la grande discussion. Nous, la finalité aussi, c'était. En Suisse, c'est spécifique. C'est-à-dire, là, ce que je veux dire, c'est vraiment uniquement pour la Suisse, parce que le marché est assez petit. En plus, Oui, Suisse romande, Suisse Ouais. allemande, on peut encore diviser là, mais clairement. déjà le marché suisse est petit, donc Ouais. si en plus tu prends la Suisse romande, est-ce que tu peux te spécialiser que dans un seul truc et faire que du SEO en Suisse romande? Peut-être, je sais pas, hein, mais c'est assez challenging d'une certaine manière, parce que le marché est tellement petit qu'à un moment donné, bah, comme on le voit, hein, les clients vont dire ah mais est-ce que vous pouvez essayer de faire ça? Je suis Est-ce que d'accord. vous pouvez faire ça? Puis en fait, tu sais le faire, C'est donc trop tu pourrais petit. le faire. Ouais. Donc Ouais. je sais pas, c'est un peu les grandes Puis, questions. c'est sûr, quand tu ultra spécialises sur un outil, par exemple, sur une techno, bah forcément, tu te vends plus cher à l'heure, ou même si tu es une agence, même si tu es tout seul, on peut prendre le cas d'un freelance. Tu te vends plus cher, tu t'es ultra spécialisé dedans, ça a plus de valeur. Par contre, tu es quand même vachement dépendant de la techno. C'est-à-dire que si dans 2 ans, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ceux qui sont intégrateurs HubSpot, par exemple, à fond, qui font que du HubSpot, ça se trouve dans 2 ans, HubSpot,
ça sera pas le cas, mais Ouais, non, mais bon, alors il pourra se recycler sur un autre, tu vas me dire, mais tu vois, mais t'as 15 ans se sera fait d'expérience connaître dans un là-dessus. truc, Ouais. faut Faut bien choisir ton levier, ton quoi. pilier. Voilà, faut bien. Là, par exemple, tu vois, si tu devais, je sais pas, devenir une agence TikTok, ça a du sens, hein, parce que je pense que les 5 prochaines années, voilà, où tu fais que du TikTok, que de la créa, que des TikTok ads. Il y en a, hein, il y a des agences, alors peut-être pas en Suisse, mais en France, tu vois, Qui font que des ça, agences YouTube, agences TikTok, il y en a. Je trouve que le positionnement est intéressant, mais peut-être que YouTube va perdre des grosses parts de marché et qu'il faudra que tu te recycles vite dans 3 ans, quoi. Alors qu'en étant généraliste, à ce côté, Tu peux un peu voilà, tout faire. agnostique, qui fait qu'on va pouvoir activer des nouveaux leviers, on va savoir. C'est pas. Mais d'ailleurs, t'as été assez early dans le SEO, du coup, Mm. en 2009-2010. Tu as été assez early sur la Web3 aussi. Comment tu choisis ces batailles? Ou comment tu as vu, comment tu as sélectionné ces opportunités-là et peut-être c'est quoi les prochaines? Est-ce que tu vois déjà des choses qui vont peut-être venir, qui pourraient être des belles opportunités? Souvent, c'est dur à prédire, je trouve. Mais... C'est dur à dire, ça dépend. Bah, tu vois, pour en revenir au Web3, c'était un petit peu ça. On s'est mis très tôt sur le. Est-ce que je pense que c'était un pari gagnant. Avec du recul, clairement, ça nous a apporté beaucoup. Surtout qu'on ne s'est pas trop éloigné de notre savoir-faire originel. Là, si on devait aller vite, bah forcément, là, tu vois, ce qu'on voit popper de partout, c'est tout ce qui est installation d'outillage IA chez le client, quoi. Là, il y en a beaucoup d'agences marketing qui se positionnent comme ça. Je ne sais pas si vous le faites. Nous, on n'a pas trop pris ce... Non. Je le vois pas mal, même en Suisse, hein, il y en a qui ont un peu pris c'est qu'il y a de la demande. En fait, faut quand même rester drivé par la demande. Donc, tu as un petit peu des fois des trends hyper fortes comme ça où tu montes vite en compétences. Il y a plein de salons, il y a toute une émulsion autour. Bah, tu décides de prendre le train si tu as l'énergie, les compétences pour le prendre. Et généralement, ça peut t'apporter quand même que du positif parce que tu as toujours un peu des effets aussi indirects, positifs sur ce que tu fais à la base. Donc là, je dirais que c'est, ouais, je sais pas, c'est dur de dire l'agence de demain. Nos métiers ils peuvent changer vite, mais Mais au si tu final, vois ça fait que 10 ans qu'on fait la même chose, donc restons. Ouais, Voilà. si on voit des opportunités, ça vaut la peine d'essayer d'aller dessus quand même, quoi. Moi, je trouve, ouais. Juste pour la visibilité, juste pour le fait que, tu vois, on est des agences assez petites, enfin de taille moyenne, on va dire. On n'est pas des toutes petites agences, mais on est des agences de taille moyenne. Si tu veux aller chercher des grosses marques, à un moment donné, il faut aussi être un petit peu sur les sujets un petit peu trendy et innovants. Et c'est comme ça qu'ils vont faire confiance à une agence plutôt de taille moyenne, plutôt que toujours les mêmes gros players qu'on voit dans leur RFP, où c'est un peu toujours les mêmes sur les choses, enfin tu vois, sur les sujets sur lesquels ils ont du mal à aller prendre des agences plus agiles comme nous. Voilà, donc ça me permet d'aller chercher des plus gros comptes aussi, quoi. Ouais. Après, c'est pas forcément la finalité. Ça, c'est un autre sujet aussi. PME, grand compte, TPE, tu vois, il y a de quoi faire des cauchemars. Parce que moi, j'adore le positionnement TPE. Il y a plein d'agences qui font que ça, avec des petits fees. Et nous, c'est pas ce qu'on a fait, mais je trouve ça intéressant. Le principe, il est ceux qui sont génial, partis mais il est là-dessus. dur économiquement, quoi. Sur Bah, le principe, c'est quand génial. t'arrives Tu un bosses peu avec un founder, industrialisé, tu fais ton truc. ouais, Puis de nouveau, c'est pour eux, c'est beaucoup de budget, donc ils vont être beaucoup plus oui, stressés, on va dire ça comme ça, ce que je comprends très bien, hein, mais bien sûr. Ouais, c'est un challenge qui est, ouais. qu'il faut vouloir prendre, quoi, parce que Ouais, mais il y en a en Suisse qui ont réussi à faire ça. Tu vois, il y a des agences, ils ont des portefeuilles. Alors oui, j'arrive pas à comprendre qu'une personne arrive à gérer 200 comptes Google Ads. Tu vois, c'est pas possible, ils gèrent pas correctement. On sait tous le temps que ça prend. Pareil, enfin, ça marche pour tout. c'est ça, c'est que le service Donc que à la t'offres, fin, après, tu payes moins cher, donc t'as pas le même service, ce que ouais, je ouais, comprends bien très bien. sûr, bien sûr. Mais du coup, le service que t'offres est pas le même. Et Voilà. c'est très bien, c'est juste. je Mais pense c'est plus aussi. facile à vendre parce que c'est moins cher. Ouais. Donc, Mhm. des fois, nous, on a réfléchi aussi à essayer d'avoir un peu ce positionnement-là, d'avoir Un peu plus masse, ouais. ouais, un peu plus masse, un service un petit peu plus, voilà, au lieu de Light, ouais, 1000 exact. francs par mois, Standardisé. 400 francs, 500 francs pour aller chercher de la TPE. Mais après, voilà, il faut le sales qui va closer, c'est tout. Il y en a qui arrivent très bien, donc c'est que ça marche, hein. Moi, ça me fait penser au retour qu'on a constamment sur des boîtes comme Local ou autres, qui sont Ouais. très dans cet aspect-là. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai rarement eu des retours positifs. Souvent, les gens, ils essayent, puis ils sont souvent déçus. Et puis Ouais. après, en fait, ils veulent aller chercher quelque chose d'un peu plus sur mesure parce que ça leur correspond plus, etc.
j'ai du mal à voir vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est mon avis. Mais... Ouais, non, je suis d'accord. Nous, en tout cas, c'est pas le choix qu'on a fait. Mais, Et l'autre tournant, parce que tu as parlé du fait que tu as monté pas mal de projets aussi, et que tu as géré plein de projets en même temps. Nous, on parle pas mal de ça avec Alex, et on en a parlé aussi. C'est plutôt que d'être agence et de travailler pour les autres, pourquoi pas essayer de créer aussi ses propres projets en interne et essayer de marketer là-dessus, sachant que tu as fait un peu les deux en même temps. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te drive potentiellement de faire ça? Bah oui, et j'ai tenté tellement de trucs à côté parce que tu vois du dropshipping, nous on a passé de l'énergie. Alors ça pour le coup c'est un truc qu'on s'est bien planté. Où on avait monté c'est quoi le dropshipping? Ouais, j'étais encore en compte, c'est 2018-2019. Ça existe toujours, hein, mais quand tout le monde se mettait là-dessus. Bah parce qu'on avait des clients, on les a vus arriver, et on leur faisait leur campagne média Facebook, puis on voyait que ça marchait grave. Et on s'est dit, faire la même. ouais, pourquoi ils y arrivent, ça a l'air simple. En plus, on est en Chine, tu vois, donc il y avait tout calé, quoi. T'as vendu quoi? On vendait des cadeaux. On vendait des cadeaux. Ah On a ouais. fait un site avec une espèce de loterie où donc tu jouais à ta loterie sur ton ads Meta, là, sur ton ads Instagram. Tu ça gagnais t'amenait 20%. sur le site, ouais, tu gagnais 20% et t'achetais un cadeau original, la lampe libre. Ok. Ah bien, j'adore. Ça, on en a vendu. Ah, j'adore. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que alors la partie marketing, ça cartonnait, hein. Alors là, on en vendait. Mais la partie logistique, Mais t'as pas envie de t'en voilà, occuper. c'est là que tu dis que tu dis bon, faire un nouveau métier, c'est bien, mais moi le e-commerce, ça m'a vacciné, hein. C'est dur le e-commerce. Enfin, pour le coup, la partie logistique, shipping, profitabilité, les Retour. soldes, tes prix, retour, Ça, c'est super quel ça. solde il faut mettre, pourquoi là je mets tel solde, là je j'ai pas fini mon stock, faut le vendre. Enfin, c'est un métier, quoi. Et se former là-dessus, bon courage. Ouais. Donc non, par contre, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Je veux dire, on a la chance tu vois, dans le portefeuille, moi j'ai des clients, ils marchent très bien. Après, je dis pas que j'arriverai à faire leur métier, parce que j'arriverai pas, parce qu'ils Non, vont mais ça te donne des idées. Si tu Ça vois des donne trucs des comme idées. ça, mais attends ça, mais Ouais. pourquoi pas comme ça, etc. Puis tu Mm. vois plein de trucs. C'est aussi un challenge, c'est qu'après tu veux faire plein de choses, puis tu te concentres plus sur Ben, ton business. exactement. Mais c'est- On connaît, Non. voilà. Hein. Moi, je suis le premier comme ça. C'est Ah, vrai. ben Moi, oui, moi, c'est horrible. moi, je suis absolument, tu Mm. sais, comment tu dis, j'ai beaucoup de peine à faire un seul truc, tu vois. Ouais, Ce qui est ouais. mauvais. Hein, Mm. enfin, il y a un côté positif, mais il y a aussi un côté négatif, faut le dire. Ah, mais clairement. Et du coup, c'est assez chaud parce que tu vois plein de trucs, t'es là, on va faire demain ça. Tu vois. Ouais, mais c'est Puis clair. tu te mets dedans, puis tu te rends compte de tout ce qui va pas, Non, puis de tout ce qui est tu arrives compliqué, pas. etc. Puis que t'as pas le temps surtout. Puis que t'as pas le temps, puis que voilà. Mais sur le principe, c'est assez intéressant parce que tu vois plein de choses et tu vois certaines boîtes. Bah voilà, on parlait beaucoup de start-up studio, etc. De dire, bah une agence, en fait, c'est la version avant du startup studio, tu vois, où tu arrives à analyser des trucs, tu as un pipeline de trucs que tu pourrais faire et tu as les compétences de le marketer. C'est déjà pas mal. Après, il te manque une grosse partie qui est l'exécution même du produit ou du truc. Mais c'est vachement intéressant parce que tu peux lancer pas mal de produits. Il y a un produit que tu as lancé ou une boîte que tu as lancée à côté qui t'a particulièrement. Bah, il y avait les leads. Après, nous, on a fait pas mal de projets dans le dating aussi. Enfin, je parlais des leads immobiliers tout à l'heure, ça qui a très bien fonctionné, qui nous a lancé même. Après, on a fait pas mal de projets dans le dating aussi qui ont bien fonctionné. Ok. Il y a eu la grosse période. Genre app, genre quoi, genre rencontre sur Internet sans Ok. rentrer dans le Mais les trucs un peu dodgy ou les trucs. Ouais. Bah oui. Hein. Genre Sinon, c'est Ashley pas drôle. Madison. Bah, voilà, non, oui. Bah, ça, on a une période où ça fonctionnait bien. Ouais. Ah ouais. Bah, en référencement, ouais. Il y avait des mots-clés qui rapportaient bien, ouais. Ça rapportait du Ouais, trafic. les armes et le cul, quoi. concrètement. Voilà, ouais. Tu pouvais pas vendre des armes, encore, donc, encore maintenant. Après, ouais, bah, il y a toujours. Internet, il y a 15 ans, c'était ça. Hein, c'était les le loteries, Far West, les quoi. paris sportifs. Et voilà, maintenant, c'est toujours une grosse part de marché, c'est énorme. Hein. Tu vois, les business OnlyFans, les parts de marché que c'est monstrueux. Non, alors moi, si demain j'avais du temps, je ferais deux choses. Ce qu'on a déjà essayé de faire avant. Il y a toujours la technique un peu facile, repérer ce qui cartonne aux US et essayer de l'exécuter très très vite, mais en mode copier-coller. Tu vois, vraiment, pas réinventer la roue, aller très très vite parce que si la trend elle a pris, que ce soit du produit ou du service d'ailleurs, à condition que tu puisses le délivrer derrière, mais aller très très vite sur cette trend, copier-coller ce qui a marché sur les marchés T'as un européens. exemple de ça en ce moment ou pas? Parce que Bah, c'est un j'avoue truc que que je regarde beaucoup et Pas le temps de surveiller, et puis ça va tellement encore plus vite qu'avant. C'est vrai qu'il y a 10 ans, ça allait déjà vite, mais non, je t'avoue que j'ai même pas le temps de, Ouais. de regarder ça. Mais tu vois, c'est le modèle Rocket Internet, quoi. C'est ce qu'ils faisaient à Rocket, Ouais, c'est ce qu'ils faisaient, et c'est comme ça que. Et nous, les trucs de dating qu'on a fait, c'est ça. Ok. On a copié des Ouais, modèles des trucs qui US. fonctionnent. voilà. Ça, et puis quand même la génération de, tu vois, la génération de leads.
le fait tu vois, nous, on est des référenceurs, ou même sur social media, le fait de capter des leads et d'essayer de les revendre, tu vois, des comparateurs, ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a encore de la place dans plein d'industries. Alors même, les gros players mais tu vois, si tu arrives à faire un bon comparateur, mais dans tout assurance immobilier, tout ce que tu as, un bon comparateur qui est bien référencé, alors c'est beaucoup de travail, hein, ça nécessite quand même de s'y mettre, mais à la fin, soit tu vends ton comparateur à un gros player, derrière parce que c'est ça qui s'est passé, il y en a beaucoup qui ont fait fortune comme ça, hein. Les tout premiers comparateurs d'assureurs, c'était des mecs, c'était des étudiants dans leur cave, hein, qui ont revendu à AXA ou voilà, donc et là je pense qu'il y a encore de la place. C'était quoi ce qu'on avait, location de site web? Non, C'est avec toi qu'on en louer parlait. des sites. Mais en gros, les mecs, ils ont construit, je sais plus qui c'est qui a fait. Et en Suisse, j'en connais, ou alors je sais Ouais. pas que c'est le cas, hein, mais en Suisse, j'en connais pas vraiment. Bah, tu montes un peu comme tu faisais sur tes landing pages, mais en gros, tu montes un site, je sais pas, pour une entreprise de plomberie, tu vois. Mais en fait, t'as pas d'entreprise de plomberie, mais tu loues le site derrière. Ouais, et puis tu lui vends les leads. Ah, tu lui loues tu- le site. Tu lui loues le Au site, mois. en fait, au lieu de lui vendre le lead, ouais. Ah ouais, Et c'est ok. une autre manière de Ouais, monétiser, ouais, mais c'est je trouvais pareil. intéressant, c'est de dire, Ouais. bah voilà, le site, il coûte, je dis n'importe quoi, hein, le site, il coûte 2000 balles par mois. Ah, j'avais jamais Et tu entendu loues ça. le site. Alors Ouais. oui, derrière, le mec, Ouais, il mais va te faut demander lui- combien de leads tu génères, etc. Voilà, faut garder le référencement, quoi. Mais oui, Mais oui, sur oui. le principe, Ouais. c'est, voilà, je te loue le site, ça coûte tant par mois, et tu fais de la location de site. Non, mais c'est sûr. Et Mais je trouvais le modèle intéressant parce que tu vas parler avec certains acteurs, bah voilà, tu parles, je sais pas, des petites PME, des machins, du lead, du machin, c'est un jargon à la. Je te loue mon site, quoi. Ce site, Ouais. il est là, il génère tant par. Tu vois, il y a tant de personnes qui font des demandes pour réparer leur toilette, ça coûte ce prix-là, et puis tu loues 2000 balles par mois. Je trouvais ça vachement intéressant. Ouais. Location de site internet. Mais ouais, pour ça, faut du temps. Il faut arrêter de notre Faut arrêter de faire un Ah, podcast surtout. Ouais, exact. Qu'est-ce Oui, c'est que, clair, ça doit vous prendre du temps. Mais bon, c'est tellement Arrêtez de sympa. discuter, on va aller bosser un peu. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aimerait lancer justement un projet ou une agence quels seraient un peu les conseils que tu aurais donnés avec ton expérience que tu as maintenant? Une agence passe par les talents que tu vends, enfin que tu proposes, ou que tu as toi-même. Mais bon, alors c'est que tu es toi-même, ça s'appelle un freelance. Donc, une agence, c'est quand tu es plusieurs freelances. En fait. Une agence, c'est un groupement de freelance. Enfin, ça s'appelle un collectif, mais on s'est compris, quoi. Je dirais, ouais, le recrutement, on n'en a pas parlé, mais enfin, si on en a un petit peu parlé, mais les gens de qui tu t'entoures, c'est ce qui fait la valeur de ta boîte, quoi. Et ça, au début, tu crois qu'il n'y a que la vente, il n'y a que toi qui va, entre guillemets, porter la boîte. Mais en fait, pas du tout, c'est complètement l'inverse. Toi, tu as été alors certes, tu es un peu sur pas le devant de la scène, mais c'est toi qui es au début de la relation commerciale. Mais à la fin, ce qui va faire que ton agence elle fonctionne, c'est la rétention. Et donc, c'est la qualité que tu délivres. Et donc, c'est les talents qui travaillent sur les comptes. Donc, réussir à être assez inspirant pour que les gens veuillent bien travailler pour toi. Enfin pour toi ou pour la marque que tu as créée, quoi, pour ta boîte, je trouve c'est le point de départ. Et même un jeune, faut qu'il commence par là, entre guillemets, par s'associer avec les bonnes personnes ou recruter les bonnes personnes dès le départ, quoi. T'es toujours les mêmes associés, toi? Par Ouais, curiosité. on était 3 au départ, maintenant on est 2. Ok. Ouais, Mais c'est ouais. toujours même. Toujours le même, ouais. Ok. Ouais, qui a atterri là d'ailleurs. Ok. Madrid. On va le chercher après. On va le chercher après. Ok, on Mais va oui. arriver sur notre dernière question traditionnelle, J'ai qui est, Vivian, qu'est-ce que selon toi il faut pour avoir une belle vie? Une belle vie, ouais, bah, je sais pas, je vais vous sortir un truc bateau. Une belle vie. C'est marrant parce que quand tu es jeune, bah, je dis pas que je suis vieux, hein, on reste jeune, hein, mais. Oh, comme tu te convaincs. Non, non, On mais est jeune, je vous jure, on est jeune. très jeune. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, tu crois toujours que le bonheur, c'est demain, tu vois. Tu es tout le temps dans la course à achieve quelque chose, tu vois, que ça soit dans la vie privée, dans la vie. Et avec le temps, tu te rends compte qu'en fait, c'est dans l'instant présent que tu es bien, quoi. Tu vois, c'est profiter, c'est kiffer, c'est maintenant, c'est à la minute. C'est la minute, l'heure qui arrive. Alors oui, on est stressé, oui, on a des deadlines, on a plein de responsabilités, mais ça nous bouffe, quoi. Vraiment, c'est de se dire tous les jours, ah, la chance qu'on a. Enfin, tu vois, moi, c'est ce que je me dis. Moi, je suis hyper chanceux. Hein. Vraiment, je suis dans les plus chanceux du monde à tous les niveaux. Il m'est jamais arrivé, je sais pas s'il y a plein de bois chez vous, mais il m'est jamais rien arrivé de grave pour l'instant.
j'ai beaucoup de chance dans la vie et je me le dis quand même régulièrement, quoi. Je C'est m'estime bien de s'en chanceux. rendre compte. Ouais, Parce que bah, ça vient pas tout de suite et ça vient pas naturellement, j'ai l'impression. Tu vois, c'est un truc qu'il faut t'apprendre, entre guillemets, ou tu te le répètes assez de fois ouais, pour que ça devienne vrai. ouais, c'est vrai. Et On a tendance puis il faut prendre le temps de. Enfin, une belle vie, c'est quand tu as profité de plein de mini-instants et que tu as accumulé plein de petits instants dans toute une vie, c'est plein de vies. Et c'est plein de mini-instants. Et voilà, essayer de tirer le meilleur à chaque fois. Et puis de pas trop se plaindre, quoi, parce que on n'est pas. Alors il y a des gens qui peuvent se plaindre, bien sûr, mais quand t'es pas à plaindre, bah, tu te plains pas, quoi, parce qu'on a quand même vite tendance à se prendre la tête que ça soit pour le boulot, enfin voilà, ça passe vite, faut profiter, quoi, voilà. Bon, c'est pas bateau du tout comme réponse. Un peu quand même, je pense. Non, non, c'est intéressant. On a des réponses très différentes à cette question-là et c'est assez profond ce que tu dis de profiter de l'instant présent et puis de pas essayer tout le temps d'aller chercher mieux plus tard, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'à la fin, on sera dans la boîte, Ouais, exact. en bois. Merci beaucoup, Vivian. Bah, merci à vous. Merci. Trop C'était un sympa. plaisir de discuter Ouais. avec toi et Bah, puis vraiment. à tout bientôt. Bravo en tout cas pour le podcast, le format. Moi, j'écoute, j'adore. Génial. Merci. Merci beaucoup.